De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, c'est toute l'actualité high-tech, vous le savez. C'est aussi régulièrement des grands patrons qui viennent, qui défilent dans le studio et qui nous parlent un petit peu de la marque, du constructeur qui les représente. Ça va être le cas aujourd'hui en ce 10 mai 2019, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Eric Novelle. Bonjour Eric Novelle. Bonjour François, ravi d'être avec vous ce soir. Eh bien, moi aussi, directeur général de Panasonic France, Eric Novelle, qui va nous parler de Panasonic, justement, une marque que on connaît tous, hein, si on est un tant soit peu technophile et un peu geek, on connaît Panasonic, que ce soit dans les télévisions, dans les produits du son. Mais Panasonic, c'est beaucoup d'autres choses. Il faut savoir que c'est une marque qui a fêté ses 100 ans l'année dernière et qui a vraiment marqué, qui a jalonné en fait l'histoire de la technologie par ses innovations. On va peut-être y revenir et puis aussi s'intéresser à la transformation de Panasonic qui a été évidemment, comme beaucoup d'autres constructeurs, victime de la concurrence à la fois des Coréens, des Samsung, LG, mais aussi des Chinois maintenant, hein, qui arrivent en force. Eric, un mot quand même sur Panasonic. Aujourd'hui, Panasonic, donc, je le disais, plus de 100 ans. Qu'est-ce que ça représente Panasonic dans le monde ? Alors le groupe a fêté ses 100 ans l'année dernière, ce qui est très rare, surtout sur des domaines de l'électronique qui évoluent très très rapidement. Donc ça prouve aussi que l'entreprise a su se remettre en cause et changer de business model très régulièrement. Panasonic, c'est le deuxième groupe électronique au monde, ce qu'on ne sait peu. Donc ça fait 75 milliards de dollars, c'est 270 000 personnes, beaucoup d'ingénierie et à peu près 70 pays dans le monde. Avec un repositionnement malgré tout qui on a l'impression un petit peu plus B2B ces dernières années, hein. Panasonic, c'était dans les grandes heures, un constructeur de téléviseurs qui était puissant. Il y avait aussi beaucoup de produits audio, etc. Il y a eu un repositionnement ces dernières années face à la concurrence, on va dire un peu écrasante des Coréens et maintenant des Chinois. Oui, comme toutes les marques japonaises, ou beaucoup en tout cas dans l'électronique, on a connu Panasonic à travers du grand public, téléviseurs, vidéo, appareils photo. Mais c'est vrai que depuis très longtemps... Je suis sûr que vous aviez même un magnétoscope VHS. On avait des magnétoscopes. Je voulais pas dire VHS pour pas faire trop old school des années 80. Mais oui, on avait tous ces produits-là. Mais le groupe était déjà à peu près à 70-80% orienté sur du B2B, ce qu'on sait moins. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. 80% de l'activité de Panasonic sont sur des activités comme l'avionics, donc l'entertainment que vous avez dans les avions. Donc les écrans qu'on a dans les avions, les télécommandes les télécommandes, un petit peu plus d'électronique d'ailleurs que ça dans les avions. À peu près 50% des avions sont équipés en Panasonic. On a également beaucoup d'électronique qu'on a basculé sur l'automobile, donc les caméras de contrôle, les GPS, les radars qui équipent les véhicules. Bien entendu, l'électronique grand public qu'on connaît tous, qui va jusqu'à la climatisation. Voilà. Et enfin, le dernier bloc qu'on connaît moins, qui est l'énergie, puisque Panasonic, depuis maintenant 10 ans, est un des producteurs mondiaux principaux de l'énergie, production de batteries, notamment travailler avec Tesla. D'accord, donc batterie, panneaux photovoltaïques aussi ou pas ? Absolument. Vous êtes sur ce marché-là ? Absolument. D'accord. On en parlera d'ailleurs parce que vous nous ferez découvrir une ville, en tout cas où je crois que c'est un quartier d'une ville. C'est un quartier d'une ville au Japon. Qui en fait est peut-être les prémices de la ville de demain, mais on en parlera dans un instant. Un mot quand même sur ce marché qu'on connaît bien, c'est la télévision. Hein. C'est vrai que les télés Panasonic sont toujours plébiscitées par les férus d'images. Hein. Vous vous tirez la bourre en quelque sorte avec Sony, hein, qui a aussi de très très belles télés. D'ailleurs, c'est deux Japonais qui excellent en fait sur les télévisions OLED. Aujourd'hui, ça représente quelle part de marché les télévisions chez Panasonic ? Alors, la télévision n'est pas une catégorie majeure chez nous. Hein. C'est plus un produit d'image. Voilà, c'est un produit d'image. C'est un produit très important pour nous parce que ça reste quand même le produit qui est au milieu du salon. Donc, c'est le produit qu'on utilise tous les jours. Je rappelle que 3h30 à peu près, c'est l'utilisation moyenne d'un téléviseur dans un foyer, donc ça reste important. Et on est sur l'expression d'un produit qui est une grande image, produit cinéma, donc ça correspond bien au positionnement de Panasonic. Voilà, donc vous avez oublié le bas de gamme, maintenant vous êtes que sur du haut de gamme. Hein, ça fait très longtemps qu'on est plutôt sur les écrans de taille cinéma et sur des produits haut de gamme, que ce soit en LCD et puis depuis 3 ans maintenant sur l'OLED. Voilà, avec donc des dalles LG, hein, puisque rappelons que les dalles OLED sont fabriquées par le coréen LG, qu'après vous
transformer à votre sauce avec votre traitement d'image, etc. Pour avoir des télévisions aujourd'hui qui montent jusqu'à combien de pouces en fait en OLED? 70-72 pouces. D'accord. Donc ça démarre à 55 jusqu'à 70 pouces. En effet, oui, c'est une dalle mère produite par les Coréens. Et puis derrière, il y a bien sûr tout l'électronique. C'est un petit peu comme dans une voiture, hein. Vous avez une plateforme commune et derrière, chaque marque a sa marque de fabrique. Il y aura toujours des télé Panasonic? C'est un marché que vous allez... alors même si il représente quelques pouillèmes de votre chiffre d'affaires, il y aura toujours des télé Panasonic? Oui, ça reste un étendard important. On a également les télés, mais on a aussi les moniteurs sur toute la partie B2B. Donc l'écran en général est quelque chose d'important pour Panasonic. Oui, parce qu'après, il y a toute la partie B2B, les caméras, etc. Panasonic est aussi dans ce domaine-là, hein, évidemment. C'est un écosystème. In fine, l'écran reste quand même le point central de convergence des produits. Éric Novell, un mot aussi sur l'actualité des télévisions. Hein. Ouais. On voit que certains constructeurs comme Sony ou d'autres intègrent maintenant des technologies d'Apple en fait, dans les télévisions, comme par exemple AirPlay 2 qui arrive sur certains téléviseurs chez Sony. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous prévoyez d'intégrer sur les télé Panasonic? Ça avait été annoncé au CES de Las Vegas d'ailleurs. Oui, alors c'est quelque chose que l'on intégrera sur les gammes probablement l'année prochaine. D'accord. Là, on est sur une connectivité plutôt DLNA, Google, et ça intégrera petit à petit nos produits qui seront évolutifs. Donc vous n'avez rien contre le fait d'intégrer Apple, enfin en tout cas certains services Apple dans les télé Panasonic. Non, en fait. absolument c'est pas. l'objectif. On est plutôt ouvert d'ailleurs aux différents formats, il n'y a pas de problème. Et puis à noter que sur les télé connectées Pana, il y a Molotov, hein, qui est un service français qui est disponible aussi. Absolument. Sur les télé connectées Panasonic. C'était pas le cas et on intègre des nouveaux services. Ça veut dire aussi que la Smart TV est évolutive. Hein. Quand vous achetez un téléviseur qui a quelques applications qui n'existent pas, elles viennent derrière renforcer cette plateforme. Ça coûte combien une télévision aujourd'hui 65 pouces OLED Téléviseur OLED, sur la deuxième partie d'année, ce sera entre 2000 et 4-5 000 euros pour les produits très haut de gamme, sur lesquels on intégrera toute une partie sonore. On va donc barre de son? Non, on intègre le Dolby Atmos quasiment dans la dalle. Donc la barre de son ne sera plus visible, mais vous aurez un tout en un avec une solution sonore extrêmement efficace. Et les haut-parleurs sont en fait dans la dalle, c'est ça? Oui, alors dans la dalle non, parce qu'à ce moment-là ça abîmerait la dalle, mais juste derrière, intégré sur toute la surface arrière du produit, en restant extrêmement fin. Donc on a des produits assez bluffants sur l'année qui arrive. D'accord. Donc entre 2000 et 4000 euros, tout dépend en fait Absolument. les options qu'on prend. Alors ça, c'est la télévision d'aujourd'hui. La télévision de demain, j'imagine qu'un géant de l'électronique comme Panasonic l'imagine. On voit que chez LG, d'ailleurs, ça avait attiré un petit peu tous les regards, hein, cette télé qui s'enroulait et qui se déroulait en appuyant sur un bouton. Et en plus, bon, c'est la technologie OLED, hein, une technologie que vous connaissez et que vous employez. Pour vous, c'est l'une des pistes à imaginer, ça, ou pas? Alors, forcément, on réfléchit à la télé du futur. On peut la voir sur différents angles. Il y a des produits fabuleux qui ont été présentés sur les shows, quelles que soient les marques. On sent vraiment que ça fait maintenant une quinzaine d'années que l'écran plat a évolué énormément en qualité, mais dans son format reste quand même le même. Et donc on a besoin de passer sur une nouvelle technologie. Alors il y a la technologie de l'écran pliable, donc là on est sur un écran qui s'enroule. Nous on pense plutôt que la télé sera un écran transparent. Donc on l'a montré à plusieurs reprises sur des shows comme le CES ou l'IFA de Berlin. Si vous êtes avec nous en vidéo, vous le voyez là, hein, voilà. Vous avez une demoiselle qui... En fait l'écran c'est une vitre d'un meuble, c'est ça, hein? Exactement, en fait on raisonne plutôt sur l'intégration de l'écran dans le lieu de vie. Parce qu'un écran qui s'enroule reste un écran opaque quand il est déroulé. Or là, on est sur un écran qui est plus une vitre. Donc on peut imaginer une multitude d'évolutions, c'est-à-dire une bibliothèque comme c'est présenté là, qui devient un téléviseur, et quand vous l'éteignez, ça devient transparent, mais ça peut être également une fenêtre.
à l'avenir. Donc, une fausse fenêtre. Voilà, une fausse fenêtre. Quand elle est éteinte, elle est transparente. Et puis quand elle est allumée, ça devient un écran. Et en termes de qualité d'image, on a l'équivalent d'un OLED normal aujourd'hui ? Non, ça reste, c'est pour ça que c'est pas encore commercialisé dans le grand public, ça reste soit une application B2B, par exemple, vous imaginez une vitrine, oui, bien sûr, puisqu'elle est transparente et elle devient... Et ça, c'est déjà disponible ? C'est en train de devenir disponible, on regarde comment on l'intègre. Là, ça a été présenté avec un angle un petit peu plus... on va dire grand public. On a fait un salon à Milan dans lequel on a travaillé avec Vitra. Et là, on voit vraiment le produit qui devient un vrai cadre et qui est un cadre transparent quand le téléviseur est éteint. Donc, on pense qu'il y a vraiment énormément de développement sur cette technologie. Alors, Panasonic, c'est les télés, c'est aussi le son avec aujourd'hui Technics, qui est, on va dire, le fleuron audio de votre marque, avec évidemment le retour du vinyle, les platines MK2, etc., qu'on a connues, enfin pour tous les plus vieux d'entre nous qui regardaient cette émission, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Technique, c'est quoi aussi aujourd'hui ? C'est des chaînes hi-fi, des choses comme ça existe encore, ça, ou pas ? Oui, c'est la partie son haut de gamme de Panasonic. Donc c'est une marque très connue dans les années 80. Vous parliez tout à l'heure de magnétoscope. Là, on parle de vinyle, donc on est vraiment sur le revival. Ouais, mais ça revient, Ça revient. Alors j'espère que le magnétoscope ne reviendra pas, parce que là, franchement, ce serait pas une bonne idée. Il y a quelques retours sur la cassette audio, donc on ne sait jamais, mais je pense pas pour le magnétoscope. J'espère. On est quand même sur la dématérialisation majoritairement. Non, Technique, c'est vraiment le secteur sur lequel on redémarre une approche audio très connectée et très haut de gamme. Donc c'est un produit qui est forcément très marqué en design. Tous les produits sont en aluminium brossé extrêmement bien fini. Et on a cette particularité d'avoir une platine de légende qui est la 1200 MK2, utilisée par, on va dire, quasiment l'intégralité des DJ sur la place. Et donc, on a relancé ce modèle avec des versions très différentes, des versions salon ou des versions plus DJ qui arrivent sur la deuxième partie d'année. Voilà, ça c'est pour la partie audio-vidéo. Un mot quand même aussi sur, on le disait, tout ce qui est maison connectée, ville du futur aussi. Vous avez plein de projets hyper intéressants là-dessus. On va peut-être commencer par ce espèce de miroir. Alors je ne sais pas si c'est encore sorti, mais on a trouvé ça hyper intéressant. Un miroir interactif en fait, qui va nous permettre de... Alors bon, nous, je ne sais pas si on se maquille souvent, je ne pense pas, Eric. Non. À moins que le samedi soir, vous fassiez plaisir, mais je ne suis pas sûr. J'ai rien contre, mais non. Non, c'est pas ça. C'est bien, mais pour vous, mesdames, mesdemoiselles, ça peut peut-être vous changer la vie. C'est quoi encore cette innovation ? C'est vraiment quelque chose... C'est comment dire, un concept ? Ou est-ce que vraiment, demain, on pourrait imaginer avoir ce type de miroir dans notre salle de bain ? Alors, tout est parti en fait de la reconnaissance faciale, qui est quand même la technologie du futur. Donc, on a vu, on parlait tout à l'heure de la télé qui a été présentée en télé transparente. On a vu un écho très favorable du public. Et c'est pareil pour l'écran. Panasonic est fortement investi sur tout ce qui est beauté. Voilà, puisqu'au Japon, la marque est numéro 1 en produits d'électro-beauté. Et on a présenté un miroir qui avait la capacité de scanner votre visage et de vous faire des recommandations de maquillage, de coiffure, etc. Donc on était plutôt sur une approche gadget. Et l'écho était tellement favorable que le groupe a travaillé sur, on va dire, une utilisation un petit peu plus moins ludique et plus orienté sur comment améliorer la vie au quotidien. Et notamment quelque chose d'assez intéressant, puisque là, le miroir fait une reconnaissance faciale et va réussir à vous imprimer un film ultra fin qui va reprendre exactement votre pigmentation de la peau, et vous allez apposer ce film sur votre visage avec de l'eau qui va en fait rendre le film autocollant, et ça et qui va disparaître en fait, et qui va disparaître. Il aura la même couleur que notre peau, absolument, etc. Donc c'est pour masquer par exemple, je sais pas moi, une cicatrice, des boutons, ça des peut choses masquer, comme ça. voilà, une tache de naissance, une dépigmentation, une cicatrice, etc. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille et qui peut à l'avenir aider énormément les gens qui ont des problèmes de peau. Vous êtes aussi présent sur la santé. Oui.
Voilà, on est un petit peu sur la santé, sur ce enfin, domaine-là. le bien-être, on va dire. Le bien-être. Mais la absolument. santé pure et dure, Panasonic, c'est... La santé, moins. On est plutôt sur D'accord. le bien-être. On travaille énormément sur tout ce qui est travail de la peau, Bien sûr. massage, bien-être. Très bien. Alors, il y a aussi une vidéo qu'on aime beaucoup et on l'avait découvert d'ailleurs, cette cuisine du futur, il y a quelques années de ça. Je crois que c'était en 2018 ou peut-être un petit peu avant. Vous travaillez aussi sur la cuisine du futur. Et alors ça, c'est étonnant parce qu'il y a plein d'innovations. Vous avez souvent, dans les salons, que ce soit à l'IFA ou au CES de Las Vegas, recréé une cuisine, en fait, qui pourrait être celle de demain. Comment vous l'imaginez, cette cuisine ? L'idée de base, c'est de dire qu'aujourd'hui, on vit dans la cuisine. Les familles restent dans l'espace de cuisine qui prend de plus en plus d'importance. Donc, on se déporte du salon vers la cuisine et c'est l'endroit où on reste. Donc, comme c'est l'endroit où on reste, c'est un endroit où on doit être très connecté et on doit réinventer la manière à la fois de vivre dans la cuisine et de cuisiner. Donc là, on voit quelques prototypes où, alors on parle beaucoup d'écrans, Voilà, mais les écrans se rayent. Je vous coupe, mais parce que pour tous ceux qui sont en audio avec nous et qui ne font qu'écouter De quoi je me mêle, puisque De quoi je me mêle est aussi en audio, on a une espèce de table de travail avec un écran qui est ou projeté, ou alors je ne sais pas s'il est projeté ou intégré. Alors, il est projeté, et en fait, il est interactif, on peut... Oui, ça fait appel à une évolution de tout ce qui est vidéoprojection jusqu'à maintenant. La vidéoprojection ne projetait qu'une image. Aujourd'hui, la vidéoprojection est ce qu'on appelle le tracking, c'est-à-dire qu'elle est capable de reconnaître votre mouvement et d'interagir avec un logiciel qui fait que en bougeant vos mains, vous allez non seulement avoir l'image, mais vous allez aussi avoir une connexion Internet, faire bouger des pages, etc. On est un petit peu dans Minority Report. C'est pas mal. Mais on aura toujours un four pour cuire le poulet. Le four reste, mais on pense plutôt que l'écran standard, qui lui a quand même des problématiques de casse, de fragilité, de rayures, etc., c'est quelque chose qu'on n'a pas avec la vidéoprojection tracking. Bien sûr. Et puis on peut avoir des doigts sales, etc. Voilà, elle peut être projetée. L'image n'a pas de limite en termes de taille. Donc on pense vraiment à une cuisine connectée autour de ça. Très bien. Juste un mot sur un marché où vous étiez présent il y a quelques années. C'était les téléphones. Les téléphones fixes, on va dire sans fil, etc., mais aussi les téléphones portables. Là encore, on parlait tout à l'heure de la transformation du tsunami coréen et chinois qui sont arrivés sur ce marché. Vous êtes complètement sorti du téléphone ? Alors, ça dépend des zones. On a encore de la téléphonie GSM, puisqu'on se parle de ça, sur l'Asie, notamment en Inde, en Chine, mais plus du tout en Europe. Voilà, mais plus de smartphones. Alors, on n'a plus de smartphone. Par contre, on a une activité téléphonie tablette qui est une activité très professionnelle, puisqu'on a des TOF pads, des TOF-books, avec des utilisations complètement différentes. Qui sont renforcées. Qui permettent d'aller sur des expositions, oui, enfin, par exemple, des chantiers, des choses comme ça. D'aller dans des chambres froides, dans des conditions extrêmes, Dans des conditions extrêmes, c'est souvent utilisé sur l'armée, par exemple, puisqu'on équipe l'armée française, on équipe également tout ce qu'on dans les ateliers, etc. Mais Eric, pour revenir au smartphone, vous disiez tout à l'heure qu'il faut, par exemple, être présent dans la télévision parce que c'est un peu l'objet qui est au centre du salon, etc. C'est aussi quelque chose d'un peu flagship, qui représente un peu qui est la vitrine d'une marque. On voit que Sony n'abandonne pas le smartphone parce que justement ça fait partie aussi de la vitrine qu'on donne à une marque. C'est pas handicapant ou pénalisant aujourd'hui d'être complètement sorti du smartphone, alors que on sait que c'est un produit quand même qui aujourd'hui est synonyme d'innovation, de technologie. Et quand on parle de ce langage-là, c'est un peu dommage de ne plus être sur ce segment-là, non ? Pour revenir au départ de notre discussion, à un moment donné, dans un groupe, il faut faire des choix. Donc Panasonic a fait le choix de se développer sur des secteurs différents, sur lesquels on pouvait intégrer l'ensemble de nos technologies, captation d'images, son. Alors on parlait de l'aviation, on parle aussi de l'automobile, où c'est le lieu vraiment en ce moment d'évolution des technologies. L'automobile est vraiment un facteur de croissance sur ça. C'est plus du B2B, on va dire. C'est plus du B2B, donc il fallait faire un choix et Panasonic a préféré se focaliser sur ces activités-là. La ville du futur, parlez-nous de Fujisawa, ou alors vous expérimentez, c'est quoi ? C'est un peu la Smart City, la ville du futur.
qui est équipé Panasonic, c'est ça ? Exactement. Alors là, on parle souvent de maisons connectées quand on discute sur des plateaux pour savoir si une enceinte est connectée, si le Wi-Fi est connecté. Mais là, on va bien au-delà. C'est-à-dire que Panasonic, au Japon, a des corps de métier très larges. Donc, on construit des maisons. On a bien sûr tout l'électronique. Vous construisez des maisons ? Ouais, il y a des maisons Panasonic Absolument. comme là, Bouygues Immobilier, c'est ça ? Voilà, c'est un petit peu ça, de A à Z. Donc, on est capable, avec l'ensemble de nos technologies, d'avoir recréé un quartier qu'on a considéré être le quartier du futur. Et dès que je rentre avec un téléphone Sony, il se désactive en fait. C'est ça ? Non. Non, c'est un quartier ouvert. Mais en fait, une vraie maison connectée et les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui sur les maisons connectées, c'est que les formats sont différents, les appareils fonctionnent de manière différente. Donc la base, c'était de considérer qu'on allait construire un quartier extrêmement connecté et avec un impact écologique extrêmement faible, puisque on fait de la captation d'énergie, c'est ce qui est de plus dur aujourd'hui, avec des panneaux solaires notamment, mais pas seulement. Le quartier a été pensé pour que le flux d'air circule de manière optimum pour pouvoir capter avec des éoliennes de l'énergie. Ah, vous avez calculé les courants d'air dans le quartier. Exactement, vous avez 600 maisons, voilà, ça fonctionne. Donc en gros, c'est pas tout à fait exact, mais le quartier est quasiment autonome en termes d'énergie. Donc avec le photovoltaïque, avec l'éolien. Le photovoltaïque, l'éolien, avec la possibilité de... Donc toute cette énergie est stockée sur des batteries Panasonic. Le plus gros problème dans l'énergie, c'est de stocker. C'est stocker. Donc on est quasiment les seuls à pouvoir stocker cette énergie. Et l'énergie qu'on capte sur la journée, vous avez 3 jours derrière pour redistribuer une journée de soleil permet d'accumuler 3 jours d'énergie en fait. Enfin 3 jours et 3 nuits. Oui, la nuit, vous consommez moins, mais oui, 3 jours. Oui. Mais le chauffage, il fait froid. Mais là où on est vraiment sur le connecté, puisque connecté, c'est connecter 2 appareils, mais c'est connecter aussi 2 personnes. Donc en fait, les maisons ont une consommation d'énergie différente, mais comme on est sur un quartier, en fait, vous avez une gestion de l'énergie qui est faite entre les maisons pour optimiser justement cette captation et cette redistribution de l'énergie entre les maisons pour qu'elles soient tout à fait autonomes. Donc on a à peu près 70% d'impact écologique de CO2 en moins par rapport à un quartier normal, et tout est pensé autour de ce quartier. Mais au-delà de ça, Eric Novelle, c'est une vitrine. Alors c'est bien beau d'en parler à la radio, à la télé, c'est cool. Mais est-ce que c'est vraiment la ville de demain ? Est-ce que ces technologies vont un jour sortir du Japon, arriver dans d'autres pays, et notamment, pourquoi pas chez nous ? En fait, les technologies sont toutes disponibles. Dedans, vous avez le solaire qui est disponible, vous avez l'optimisation d'énergie qui est disponible, le stockage est disponible. L'objectif, c'était de regrouper tout ça autour d'un quartier et de partir de zéro. Il y a quelque chose qu'on mentionne moins, puisqu'on parle de connectivité, mais il faut aussi connecter les gens. Donc, à travers cette ville, on a aussi créé des nurseries, une infirmerie, une école, tout ça connecté avec les nouvelles technologies et avec une consommation ultra faible. D'accord. Donc on est dans une nouvelle conception de ville du futur. Après, vous dire que ça deviendra un référent, j'en sais rien, mais en tout cas... À noter que Samsung a sa ville aussi, LG a sa ville, enfin voilà, tous les grands, les géants de l'électronique s'accaparent parfois, alors soit des quartiers, soit des petites villes entières pour tester en fait des technologies en grandeur nature en quelque sorte. Exactement, c'est tester nos technologies en grandeur nature et pouvoir les faire évoluer rapidement. Parfait, merci beaucoup Eric. Voilà, je crois qu'on connaît un petit peu mieux cette marque, alors qu'on connaissait de nom, mais peut-être que vous ne saviez pas que voilà, Panasonic était sur la ville connectée, sur des miroirs connectés, etc. Merci beaucoup Eric d'être passé dans le studio de Quoi je me mail. Rappelons que vous êtes le directeur général de Panasonic France. Ce De Quoi je me mail est terminé. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez réagir à cette interview, le hashtag DQJMM sur Twitter. Vous pouvez aussi écrire et nous laisser vos petits messages sur la page YouTube de 01net TV durant cette vidéo, bien sûr. Et on sera là le week-end prochain. Portez-vous bien, à très vite. De Quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.